10 ans après la crise de 2007-2008, le capitalisme contemporain n'a toujours pas retrouvé un régime stable de croissance. Je ne veux pas parler ici des stigmates persistants de la crise, mais plutôt prendre la mesure des problèmes irrésolus. Si la crise de 2008 pouvait faire figure de crise du régime de croissance mondialisé initié dans les années 80, force est de constater que les grandes nations du monde échouent à mettre en place un régime stabilisant. La première impasse concerne l'incapacité de nos économies avancées à distiller les fruits de la croissance. Chacun s'accorde sur le constat que la courbe de Phillips a fait son temps. Les salaires demeurent inertes, y compris dans les pays qui se rapprochent du plein emploi. Fruit d'une concurrence interrégionale de plus en plus âpre, d'une levée des protections des salariés, d'origine réglementaire mais aussi technologique, les salaires demeurent sous pression, notamment ceux de la classe moyenne les plus exposés à la révolution numérique. Et dans un monde où le rapport de force pénalise structurellement les salariés, le cycle est de moins en moins produit par l'oscillation du pouvoir d'achat. La croissance se traduit instantanément en profits supplémentaires que les marchés convertissent en surcroît de valorisation des actifs. In fine, ce sont les effets de richesse qui règlent le tempo des économies. Et la croissance, dont on a extirpé le moindre souffle inflationniste, court aujourd'hui comme hier de bulle en bulle qui grossissent puis éclatent, avec des banques centrales qui oublient leur mission originelle et deviennent malgré elles les principales instances de réglage de la croissance et notamment les grands amortisseurs de crise quand les bulles éclatent. La seconde impasse concerne la difficulté d'asseoir la fiscalité des pays avancés sur des bases stables, non délocalisables, aussi bien pour financer la composante socialisée de l'économie que pour mieux répartir les revenus. Or, les effets de richesse induisent par nature de gros biais de distribution des fruits de la croissance en faveur des détenteurs de patrimoine et notamment les plus gros détenteurs. Autrement dit, sur une infime minorité, la plus riche. Il suffit d'avoir en tête le fait que 1% de la population la plus riche à travers le monde détient la richesse des 99% restants. Et l'on prend la mesure du biais de distribution qu'induit ce régime de croissance que Michel Aglietta a qualifié de patrimonial en son temps. Un biais de distribution qui anémie les débouchés et qui exacerbe la concurrence par les coûts à chaque récession et l'incitation à robotiser les process. La troisième grande impasse, c'est la tendance à la polarisation de l'emploi partout dans les économies développées, qui creuse la fracture entre une élite mobile et un essaim de petits jobs de service. Cette fracture a cassé l'espoir de l'ascenseur social et la narration heureuse du capitalisme. Et puis, il y a enfin ce sentiment de perte de boussole en termes de finalité. Nos comptables nationaux peinent de plus en plus à mesurer la croissance, confrontés à de nouveaux systèmes d'échange via les plateformes, à de nouveaux modes de tarification et à une informalité grandissante du travail. Et surtout, si l'on sait que cette grandeur fétiche de l'après-guerre n'est plus l'alpha et l'oméga du bonheur, n'émerge toujours pas un indicateur aussi fédérateur qui internaliserait les préoccupations environnementales et qualitatives de nos sociétés. Bref, 10 ans après la crise, force est de constater que peinent à éclore de nouvelles conventions qui stabiliseraient le capitalisme et qu'à défaut d'un nouveau régime de croissance, nous demeurons dans un régime de gestion à vue de l'après-crise.